Bonsoir à tous. Je déclare ouverte la séance du Conseil municipal du 22 décembre 2020. Je vais procéder tout d'abord à l'appel des présents, moi-même, Monsieur Didier Quenouille. Présent. Madame Rebecca Babilotte. Présente. Monsieur Guy Legris. Présent. Madame Delphine Pandot. Présente. Monsieur Patrice Brière. Présent. Madame Martine Guillon. Présente. Monsieur David Revers. Présent. Madame Catherine Vattier. Présente. Monsieur Lionel Bottin. Présent. Madame Julie Mulac. Elle est absente. Monsieur Maxime Aguilé. Présent. Madame Dominique Vigneux-Soult. Présente. Monsieur Pascal Simon. Il est présent. Madame Adèle Grand-Brodeur. Présente. Monsieur Jacques Tac. Madame Isabelle Drong. Présente. Monsieur Jean-Pierre Deval. Présent. Madame Janine Houtin. Présente. Monsieur Stéphane Sabatier. Présent. Madame Aline Hainaut. Alors je crois qu'elle n'arrive pas à se connecter, donc elle est absente. Madame Stéphanie Freinet. Monsieur Michel Thomasson. Madame Claude Barzotti a donné pouvoir à Madame Freinet. Monsieur Jean-Eudes Dachon. Monsieur Philippe Abraham. Donc, nous allons d'abord passer à l'approbation du procès-verbal du précédent conseil municipal. Y avait-il des remarques? Tout le monde était pour. Donc, je vais procéder au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Donc, il est approuvé à l'unanimité. Nous allons désigner notre secrétaire de séance pour ce soir et ce sera Adèle Grand-Brodeur. Merci Adèle d'accepter. Alors ce soir, nous allons d'abord commencer ce conseil municipal par une information au conseil sur la démission d'un conseiller municipal et l'installation d'une nouvelle conseillère municipale. Je vous indique donc que M. Emmanuel Guillet, conseiller municipal, a présenté par lettre en date du 19 octobre 2020 sa démission de son poste de conseiller municipal, qu'également Mme Nathalie Marie et M. Henri Luquet ont aussi déposé leur démission par lettre respectivement du 25 novembre et du 1er décembre 2020, et que c'est donc la candidate suivant sur la liste de Stéphanie Freinet pour les Trouvillets qui prend le poste. Et c'est Madame Éléonore de la Grandière. Donc nous sommes ravis d'accueillir ce soir Madame Éléonore de la Grandière parmi notre conseil municipal. Donc en fait, je vous demande ce soir de prendre acte des démissions de Monsieur Guillet, de Madame Marie et de Monsieur Luquet, de prendre acte de l'installation de Madame Éléonore de la Grandière. Et donc, évidemment, on précise que le tableau du conseil municipal sera mis à jour et transmis à la préfecture. Donc, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Donc, tout le monde est pour. Donc, bienvenue, Madame de la Grandière. Merci. Alors, je vois qu'Aline Hainaut est connectée. Aline, est-ce que tu nous entends? Non, a priori, il y a un problème de connexion. Du coup, l'arrivée de Madame de la Grandière nous oblige à modifier la composition de nos commissions municipales. Et par ailleurs, Madame Freinet a souhaité laisser sa place pour une commission également. Donc, on vous rappelle que Madame Anne Stéphan, conseillère municipale qui avait été élue sur la liste de Stéphanie Freinet pour les Trouvillets, a démissionné le 25 août 2020. Donc, Madame Éléonore de la Grandière, qui est élue sur la même liste, a été installée au sein du conseil municipal aujourd'hui même en remplacement de Madame Anne Stéphan. Par ailleurs, Madame Stéphanie Freinet nous a indiqué le 3 décembre dernier qu'elle souhaitait laisser sa place à la commission Finances et Foncier à Monsieur Michel Thomasson.
Il faut donc aujourd'hui que nous modifions les compositions des commissions suivantes. Tout d'abord, la commission vie scolaire et éducative. Ensuite, la commission vie associative, petite enfance, jeunesse et sport. Ensuite, la commission animation, affaires culturelles et communication. Et donc, la commission finances foncier. Donc, est-ce que tout le monde a pris connaissance des nouvelles compositions donc de ces quatre commissions, donc 3 commissions dans lesquelles Madame Éléonore de la Grandière remplace Madame Anne Stéphan. Donc je répète, il s'agit de la commission vie scolaire éducative, vie associative, petite enfance, jeunesse et sport et animation, affaires culturelles et communication. Et par ailleurs, donc la commission finances et foncier dans laquelle Madame Fresnel laisse sa place à Monsieur Thomasson. Oui. Je voudrais quand même expliquer un tout petit peu pour les gens qui ne connaissent pas le principe. Anne Stéphan a souhaité démissionner puisqu'elle suivait son mari et elle avait la culture dans notre liste. Et Anne était accompagnée d'Éléonore. Donc toute notre liste a souhaité que ce soit Éléonore qui rentre à la place d'Anne. Donc c'est pour ça que à l'unanimité, la liste a fait son retrait. Et pour ma part, je tiens ma promesse que je vous avais faite. Donc, je sors de la commission finances et foncier puisque j'ai un conflit d'intérêts important avec mon travail. Donc, je laisse ma place à Michel Thomasson. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, cette délibération est votée à l'unanimité. Alors, de la même manière, nous devons aussi procéder à quelques modifications pour l'école de musique, puisque là aussi, Madame Stéphan avait été élue au conseil syndical, au comité syndical de l'école de musique. Par conséquent, on vous propose là également de remplacer Madame Anne Stéphan par Madame Éléonore de la Grandière. Donc, la nouvelle composition serait pour les membres titulaires moi-même, Madame Rebecca Babilotte et Madame Éléonore de la Grandière en remplacement de Anne Stéphan. Et les membres suppléants, eux, ne changent pas. Il s'agit de David Revers, de Jacques Tac et de Philippe Abraham. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Donc cette délibération est adoptée à l'unanimité. La délibération suivante concerne une décision modificative budgétaire, puisque évidemment la crise actuelle nous a obligés, en tout cas nous avons souhaité exonérer des loyers accordés en fait pour des périodes de fermeture administrative de professionnels liées à la crise sanitaire du Covid. Et en fait les passer sur les conseils de notre perceptrice en charge exceptionnelle. Donc je vais laisser la parole à Catherine Vattier qui va vous présenter cette délibération, donc décision modificative numéro 3. Oui, donc en fait, la trésorerie principale nous a demandé de reclasser, c'est uniquement un reclassement de compte, au lieu de passer une diminution des produits, c'est-à-dire de diminuer les encaissements de loyer dans un compte de produits. On va passer une charge exceptionnelle et en compensation des revenus de loyer qui seront en fin de compte imputés en totalité. C'est-à-dire que sur l'année, si on regarde les comptes, on aura la totalité dans le compte loyer des loyers de l'année et de l'autre côté, on aura une charge exceptionnelle qui viendra compenser ce qu'on redonne aux commerçants ou aux entreprises. Et la somme représente 120 000 €. Donc, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Donc, cette délibération est approuvée à l'unanimité. Je vous en remercie. La délibération suivante concerne les mesures de soutien et de solidarité à l'économie locale, puisque, comme vous le savez, forcément, les commerçants trouvillais ont été évidemment touchés de plein fouet en fait, par les 2 périodes de confinement et par le ralentissement de l'économie, de l'activité économique nationale et même mondiale.
Donc, ces gens-là ont pu recevoir des aides de la région, des intercoms, etc., dont la communauté de Cœur-Côte-Fleury. Mais pour autant, en fait, la ville de Trouville, comme bon nombre d'autres villes, a souhaité également, et à notre niveau, apporter tout notre soutien, en fait, à ces commerçants, puisque, évidemment, pendant toute cette période, ils ont une activité économique très faible, voire pour beaucoup inexistante. Et donc, on a listé toute une série d'aides que nous avons mises en place pour aider donc à l'économie locale et venir en complément de tout ce qui est aide, évidemment, de l'État, de la région et encore une fois de la communauté de communes. Donc, les dispositifs qui ont été mis en place sont les suivants. Tout d'abord, nous avons décidé des exonérations de redevances d'occupation du domaine public pour les occupants n'ayant pas exercé leur activité. Il s'agit là en fait d'un dégrèvement donc de 4 mois et demi, puisqu'on prend en compte les 2 périodes de confinement, sur les droits d'occupation du domaine public, en l'occurrence les terrasses. Donc tous les commerçants qui sont bénéficiaires d'une occupation du domaine public, donc d'une terrasse, ont été exonérés de droits de terrasse, donc sur les 2 périodes dans leur intégralité. Cela représente pour la ville une somme globale de 110 039,45 €, soit 64 652 pour la première période de confinement et 45 386 pour la seconde période de confinement. Tout en sachant évidemment que nous avons arrêté nos comptes au 31 décembre et que on verra suivant l'évolution de la situation sanitaire. La deuxième décision qui a été prise, c'est l'extension des emprises de terrasse à titre dérogatoire sans perception des droits afférents. En fait, cet été, tout le monde a vu que nous avons octroyé des extensions de terrasses à bon nombre notamment de restaurateurs, mais également de commerçants, à titre gratuit. Donc, cela a été fait sur toute la période du 2 juin au 6 septembre 2020, donc sur toute la période estivale, et donc a concerné un bon nombre de restaurateurs et de commerçants. Évidemment, puisque nous avons étendu les terrasses, nous les avons étendues sur des places de parking, c'est-à-dire qu'on a perdu environ 60 places de stationnement pour étendre ces terrasses. Plage de stationnement que nous avons en grande partie compensée par l'ouverture de l'esplanade du pont, sauf évidemment les jours de marché. Donc la seconde période avait été acceptée en fait à partir du 17 octobre. On avait proposé pour les vacances de la Toussaint le même processus, cette fois-ci pour les commerces volontaires. Mais bon, malheureusement, comme le confinement a été déclaré très rapidement, cette mise en place a été avortée très vite. Le troisième point, c'est des exonérations de loyer. Alors toujours hors charge et lieu de remisage pour les locataires professionnels n'ayant pas exercé leur activité. Alors en fait, on a accordé aux occupants donc de locaux professionnels qui appartiennent à la ville une exonération. Alors sur le premier confinement de 2 mois et demi, qui correspondait évidemment à la période du premier confinement, donc du 15 mars au 1er juin, et qui, encore une fois, n'a pas permis aux professionnels de poursuivre leur activité, tout en sachant que pour le casino, la période était du 15 mars au 21 juin. Et sur le deuxième confinement, pour l'instant, nous en sommes à 2 mois, donc qui correspond à la période de fermeture de tous ces établissements, donc depuis le deuxième confinement. Et donc, ce montant global de ces exonérations s'élève pour la ville à 116 469,67 €. Le quatrième point, c'est les exonérations des redevances liées aux sous-concessionnaires de la plage n'ayant encore une fois pas pu exercer leur activité. Nous avons 17 sous-concessionnaires à la plage, à qui nous avons donc octroyé une exonération de 4 mois et demi, donc encore une fois qui correspond aux 2 périodes de fermeture administrative. Et le montant global de ces exonérations s'élève pour la ville à la somme de 39 862 €62. Nous avons également décidé, évidemment, de reporter les abonnements des particuliers à la piscine, puisque, comme vous le savez, notre piscine est fermée, a été fermée et est à nouveau fermée pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
Donc on a accordé le report de 42 abonnements de 15 jours à 6 mois, selon la date évidemment de souscription. Donc le montant global de ces reports représente une valeur de 1 926,42 €. Enfin, et évidemment, nous avons donné à la trésorerie un accord de principe pour que tous les redevables puissent solliciter des délais de paiement pour tous les titres de recettes en fait qui seraient émis par la ville. Et la dernière disposition que nous souhaitons prendre, enfin que nous souhaiterions prendre, mais pour l'instant nous n'avons pas encore pu la mettre en œuvre, c'est en fait la prise en charge de 50 premières livraisons à Trouville aux particuliers dans le cadre en fait du dispositif Biproxy. En fait, avec Biproxy, les gens avaient la possibilité donc de commander via Internet des marchandises. Et on souhaitait en fait offrir les 50 premières livraisons, ce qui représente un total de 275 €. Donc aujourd'hui, on vous demande d'approuver ces mesures, donc toutes les mesures que je viens de présenter, d'affecter évidemment conformément aux recommandations du comptable public au chapitre 67, donc charges exceptionnelles, c'est ce que vous disiez Catherine Vattier tout à l'heure, à hauteur de 120 000 € au total, donc ces sommes, et m'autoriser ou autoriser un adjoint me représenter à signer toutes les pièces afférentes à cette décision. Oui, Madame Freinet. Lors de la commission des finances, j'avais évoqué avec vous, concernant les exonérations des redevances pour les sous-concessionnaires, le cas du tennis et des abonnements, s'il y avait une répercussion sur les abonnés au niveau d'une gratuité partielle. Donc on a demandé, et a priori la réponse est oui. Ah non. D'accord. Non, je suis désolée. En fait, il y a un courrier qui va partir, mais on n'a pas encore la réponse à cette décision. Mais je pense que, en principe, ça devrait être le cas. En tout cas, nous allons inciter Monsieur Bérousse à le faire. Monsieur Dachon. Oui, merci beaucoup. J'ai une question concernant le point numéro 2. Pourquoi ça n'a pas été chiffré, en fait, l'extension des emprises de terrasse à titre dérogatoire, sans perception des droits afférents? Est-ce que ça a un coût? Et vous le chiffrez pas? Ça ne rentre pas dans le... En fait, on l'a pas chiffré parce qu'en fait, c'était plus les 60 places de stationnement en fait qu'on a perdu pendant cette période. Mais comme elles ont été compensées par l'esplanade du pont, à part le coût en hommes et en manutention en fait d'avoir étendu les terrasses en mettant les blocs de béton, etc., on n'a pas un chiffrage réel. Ça ne nous a pas fait perdre d'argent a priori puisqu'on a compensé les 60 places de parking par celles du pont, de l'esplanade du pont. Mais c'est quand même un avantage qu'on a octroyé à nos commerçants, restaurateurs, pendant toute cette période, et c'est pour ça qu'on voulait le mettre en avant dans toutes les mesures qu'on a mises en œuvre. Donc, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Donc, c'est adopté à l'unanimité et je vous remercie et je remercie tous les services qui ont fait un très très gros travail avec Catherine Vattier sur le sujet. C'était vraiment compliqué et je pense que c'est vraiment une mesure très importante pour toute notre économie locale. La délibération suivante concerne en fait l'approbation d'un projet d'espace de coworking dans les locaux de la gare de Trouville-Deauville. En fait, comme vous le savez, depuis maintenant 3 ans, notre ville possède un espace de coworking, donc qui a obtenu un label de tiers-lieu, qui a été décerné par la région Normandie. En fait, mais les locaux en fait de cet endroit du coworking, en fait, sont trop exigus aujourd'hui pour pouvoir se développer. Par ailleurs, la SNCF a lancé un appel à projet qui s'appelle 1001 gares. En fait, dans lequel il proposait pour plein de locaux en fait annexes à des gares de proposer des surfaces vacantes pour en fait faire des activités justement du style du coworking. Donc la ville de Trouville a postulé avec Working Trouville et il s'avère que notre projet a été retenu.
il faut voir que cet espace est absolument exceptionnel puisqu'il se trouve dans la gare donc de Trouville-Deauville, à l'endroit où étaient avant les anciens guichets. Donc c'est un endroit stratégique, un endroit central, un endroit donc qui nous permettra d'avoir vraiment une visibilité sur tous les gens qui arriveront en train à Trouville-Deauville. Il nous permettra de créer des postes de travail en open space, de faire des postes de travail en bureau privatif, de faire des espaces de vidéo, salles de réunion, etc., etc. Éventuellement d'en faire un lieu culturel avec des ateliers créatifs. Donc le but, c'est de signer une convention avec la SNCF. Alors c'est la SNCF Gare et Connexion, en fait c'est une filiale de la SNCF Réseau. Donc de signer une convention avec un loyer annuel d'occupation qui sera compris entre 6 000 et 8 400 euros hors taxes. A priori, on s'approche plus de 6 000 euros, plus les charges, je crois qu'ils s'élèvent à environ 1 200 euros par an. Donc voilà. Et puis donc ce projet évidemment commencerait. Enfin, il faut faire des travaux. Donc on souhaiterait pouvoir initier les travaux rapidement et surtout solliciter des subventions et des aides pour pouvoir mettre en œuvre ce projet. C'est pourquoi on vous le présente aujourd'hui. Donc le but c'est d'approuver le projet. De m'autoriser évidemment à poursuivre les échanges avec la SNCF et de signer la convention y afférent. Alors tout en sachant qu'évidemment la convention ne sera signée que sous réserve d'un accord définitif sur l'ensemble des termes et conditions, parce qu'en fait tout n'est pas encore établi aujourd'hui, donc il faut vraiment qu'on se revoie pour tout fixer. Et surtout, et c'est l'objet vraiment de cette délibération, c'est de solliciter des subventions et des participations. Nous avons des possibilités en fait d'obtenir des aides de la part du programme européen Leader et du programme régional Émergence. Oui, Madame Freinet. Une fois que la ville signe la convention, dès qu'elle est d'accord donc sur le contrat, comment ça se passe après au niveau donc de la ville? Il y a du personnel qui est détaché. Comment vous voyez ça même juridiquement? Il y a un contrat, il y a une sous-concession, il y aura quoi après? En fait, la convention nous donne à disposition les locaux. Donc à partir de là, c'est nous qui gérons le coworking comme on le fait à l'endroit où il est situé aujourd'hui. C'est-à-dire que, enfin, on n'a pas encore réfléchi quelle personne serait sur le projet en temps voulu. Mais je pense qu'effectivement, il y aurait un agent de la mairie qui ferait l'accueil comme elle le fait là à l'espace Working Trouville. Mais en fait, la SNCF ne nous met à disposition que les locaux. À partir de là, on gère comme on gérerait n'importe où un espace de coworking. Donc du coup, il n'y aura pas de délégation à une société privée spécialisée dans les coworking, pas du tout? Non, pas du tout. C'est vraiment la mairie qui entend faire ça et qui entend garder la main là-dessus. Je pense que c'est important. Donc, y a-t-il des oppositions ? Des abstentions? Donc, tout le monde est pour. Je vous remercie. La délibération suivante concerne la déclaration d'intention pour le projet de réhabilitation de l'hôtel de ville. En fait, ça fait très longtemps, puisque ça fait plus de 40 ans que l'hôtel de ville n'a pas fait l'objet de travaux importants. Or, il s'avère qu'aujourd'hui, le bilan énergétique est très défavorable. Et par ailleurs, il y a des vrais problèmes sur les façades et les verrières. Donc en 2017, on vous l'a communiqué à tous, un diagnostic avait été fait, un diagnostic complet, qui faisait apparaître que globalement la couverture était saine, que la structure générale était satisfaisante, et avait permis en fait de déterminer 3 tranches de travaux prioritaires qui devraient être réalisées. Tout d'abord, et c'est ce que je disais en premier, c'est le remplacement de l'ensemble des portes et fenêtres extérieures, puisqu'elles sont très abîmées. Et pour ceux qui fréquentent souvent la mairie, on constate vraiment des déperditions énergétiques très importantes. Et par ailleurs, il faudrait qu'on procède à un ravalement complet des façades, avec évidemment réparation de tout ce qui va sur les façades. Enfin,
il faut absolument qu'on arrive à sécuriser en fait les accès, notamment les accès aux verrières, aux toitures, parce qu'aujourd'hui ces accès ne sont pas sécurisés et chaque fois qu'on a des agents qui doivent intervenir sur ces endroits très dangereux, on doit mettre en œuvre des dispositifs très complexes pour pouvoir accéder à ces endroits. À ce titre, on vous rappelle, mais ça tout le monde le sait, qu'il y a une des verrières qui est remarquable, puisque elle est art déco. En fait, c'est la verrière que tout le monde voit au centre de la mairie et qui malheureusement est fortement dégradée. Là encore, pour y avoir accès, c'est très très dangereux et très compliqué. Donc aujourd'hui, en fait, on vous demande simplement de nous permettre, parce que vous savez que le plan France Relance qui a été mis en œuvre par le gouvernement ces derniers mois pour aider justement à la reprise économique, nous permet d'avoir des aides. Les aides doivent notamment avoir un intérêt écologique. Et là, l'hôtel de ville pourrait rentrer dans ces aides. Et c'est pourquoi, en fait, aujourd'hui, on vous demande simplement de nous permettre de lancer tous ces dossiers d'aide, justement pour essayer de rentrer dans ce projet France Relance. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Oui, Monsieur Thomasson. Oui, merci. Merci, Madame la maire. Oui, comme vous le rappelez, l'hôtel de ville n'a pas fait l'objet de travaux importants depuis plus de 40 ans, ce qui mérite de s'en occuper maintenant et je vous en remercie. J'avais fait procéder avec les services en 2017 au diagnostic que vous avez visé et qui a été réalisé par le cabinet d'architectes du Bernay. Il est très complet. Vous appelez notre attention sur le clos. Le clos, c'est complet, je suis d'accord. Et sur le couvert. Je pense que sur le couvert, à la lecture de ce diagnostic, il faudrait peut-être se pencher plus complètement sur la toiture et l'étanchéité qui ne me semblait pas à l'époque, mais ça s'est peut-être pas amélioré, en très bon état. Vous visez également la sécurité des agents et des personnels. Nous sommes tout à fait d'accord avec vous et cet exposé est globalement satisfaisant. Pour autant, c'est une déclaration d'intention. Vous nous demandez l'autorisation de mettre en œuvre les études nécessaires. Ça, nous sommes tout à fait d'accord avec vous pour cette réhabilitation, mais vous y ajoutez à réaliser les travaux. Or, à ce stade, je ne sais pas, et nous ne savons pas, peut-être le savez-vous, d'ailleurs vous allez nous le dire, combien ça coûte. C'est quand même... Alors je vous demande, est-ce que vous puissiez réunir autant que possible la commission municipale compétente pour optimiser le descriptif et optimiser les coûts, parce qu'aujourd'hui, en termes de coûts, dans cette période, et vous le rappelez souvent, et nous aussi, dans cette période difficile budgétairement, il faut que nous sachions, je reprends cette expression un peu facile, c'était l'expression de Pernod, combien ça coûte, point d'interrogation. Merci Monsieur Thomasson. Effectivement, évidemment, il faut savoir d'abord combien ça coûte. Et là-dessus, nous ne prendrons aucune initiative sans vous en faire part. Ce que je vous propose, c'est de modifier en séance la délibération en retirant, donc autorise le maire à mettre en œuvre les études nécessaires à cette réhabilitation, point, et on enlève et à réaliser les travaux. Et cette réalisation de travaux fera l'objet d'une prochaine délibération lorsque l'on aura les diagnostics plus précis, ce qui nous permettra déjà de lancer les dossiers pour avoir des aides. Notamment pour tout ce qui est changement des fenêtres et des portes, etc., isolation, donc tout ce qui est écologique. Et puis, on avisera plus tard sur la réalisation des travaux eux-mêmes, si vous en êtes d'accord. Madame le maire, je vous remercie pour votre écoute, ça nous satisfait tout à fait. Donc, on est tous d'accord pour retirer la fin et réaliser les travaux.
Donc je répète la délibération. Approuve le projet de réhabilitation de l'hôtel de ville concernant notamment la rénovation énergétique, donc remplacement des menuiseries extérieures, rénovation des façades, la sécurisation des accès au toit, intervention sur la couverture et sur les différents accès aux toitures intérieures et aux clochetons, et la valorisation des verrières, intervention de sécurisation, de rénovation énergétique et d'embellissement. Autorise le maire à mettre en œuvre les études nécessaires à cette réhabilitation. Autorise le maire à solliciter des subventions, participations et aides auprès des partenaires de la ville. Autorise le maire ou un adjoint le représentant à signer toute pièce afférente au projet de réhabilitation de l'hôtel de ville. On est d'accord? Donc je mets cette délibération au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Donc elle est adoptée à l'unanimité, je vous en remercie. Alors la délibération suivante, en fait, concerne l'adhésion à une association de finance, gestion, évaluation des collectivités territoriales qui s'appelle Afigès. En fait, cette association a pour but d'aider les collectivités sur tout ce qui est finance, contrôle de gestion, évaluation des politiques publiques et plus généralement donc de tout ce qui est management public. En fait, elle permet d'offrir à ceux qui y adhèrent un lieu d'échange, de formation et de confrontation des problèmes rencontrés. Et en fait, on trouvait ça intéressant d'adhérer à cette association pour nous aider dans toutes nos décisions en matière de finances, de contrôle de gestion, etc. Tout en sachant que la cotisation annuelle est fixée à 85 € par représentant donc au sein de cette association. Je vous propose de désigner donc un élu en la personne de Madame Catherine Vattier, puisqu'elle est en charge des finances. Et à l'avenir, nous désignerons un agent. Un agent, ce sera notre nouveau directeur administratif et financier lorsque nous l'aurons recruté. Mais je pense que cette personne sera tout à fait évidemment habilitée à faire partie de cette association. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Donc c'est adopté. Enfin, la délibération suivante, en fait, n'est même pas une délibération en tant que telle, c'est une information au conseil municipal. Comme vous le savez, le 30 septembre dernier, lors d'un conseil municipal, nous avons décidé à l'unanimité et pour des raisons sanitaires de ne pas faire la course La Trouvillaise. Évidemment, nous avions signé un contrat, une convention en fait avec la société Execo, qui était donc la société qui organisait l'événement. Cette société avait un budget global qui était prévu de 42 000 € TTC. Il s'avère que évidemment ils avaient engagé des frais puisque nous avons décidé d'annuler cette manifestation 2 semaines avant sa réalisation. Nous avons donc convenu avec eux d'une indemnité globale définitive de 14 000 € TTC pour clore le sujet donc de ce marché. Donc voilà, c'était une information. Évidemment, la somme a été budgétée dans nos comptes. Donc je ne sais pas si vous avez des remarques sur le sujet. Tout en sachant évidemment que la société voulait beaucoup plus. Donc je vais laisser la parole à Madame Freinet. Ah non, pardon. Juste pour revenir donc avec la société Execo, donc là je comprends bien à titre transactionnel la ville donc perd puisqu'elle annule tardivement, mais en revanche donc pour donc la prochaine Trouvillaise, je pense que Execo sera sur les rangs aussi j'imagine, mais est-ce que il compte nous faire quand même une remise avec ce que la ville va verser? Alors, pour être très transparente avec vous tous, nous n'avons absolument pas décidé pour l'instant qu'il y aurait une nouvelle Trouvillaise l'année prochaine. C'est en attente. En attente, comme pour beaucoup de manifestations, de voir un petit peu comment la situation sanitaire évolue, comment les comptes vont évoluer. Et en tout cas, notre convention avec Execo se terminait au 31 décembre. Donc, nous ne sommes plus liés à Execo.
C'est-à-dire que ça fait quand même quelques années que la ville de Trouville fait confiance à Execo pour la Trouvillaise. Et je vous avoue sincèrement que je trouve ça malvenu, même s'il faut que tout le monde vive, étant donné qu'Execo est quand même en face, de vous faire payer une telle indemnité. Donc je crois que Madame Freinet, vous souhaitiez prendre la parole. Pas de panique, hein. Je ne vais pas vous parler de Coty ce soir, mais vraiment d'un sujet qui nous unit tous là ce soir au conseil municipal. Je souhaiterais évoquer avec vous le Brexit, qui nous intéresse directement et qui va toucher donc notre port. Et je vais remercier ce soir Richard Zivaco, ancien premier adjoint en charge des affaires maritimes, qui m'a donc permis de faire ce texte que je vais me permettre de vous lire. Bien que les négociations soient toujours en cours à ce jour et que le bras de fer continue, Michel Barnier, négociateur en chef de l'Union européenne pour le Brexit, prépare la profession de la pêche au no deal. Boris Johnson, soutenu par toute la filière industrielle de la pêche ainsi que par nombreux partisans du no deal, imposera dans la validation de celui-ci d'étendre ses frontières maritimes aux 200 000 marins qui lui sont autorisés, soit à 370 km tout autour de ses côtes, quand cela le permet. Superficie actuellement partagée avec les Européens jusqu'au 31 décembre prochain. Que va-t-il se passer en cas de no deal? La Manche sera coupée en deux, de façon longitudinale. Pardonnez-moi, c'est un terme un peu plus compliqué. Les zones de pêche britanniques très poissonneuses seront interdites aux chalutiers étrangers qui devront s'attendre à perdre 30% de leurs revenus suite à l'interdiction de travailler dans cette nouvelle zone exclusivement britannique. Les armements européens vont par voie de conséquence redistribuer leurs chalutiers dans les zones accessibles, dont celle de notre moitié de Manche, d'où l'extrême inquiétude de notre pêche artisanale. La Manche va se rétrécir comme une peau de chagrin, disait Balzac. Et sa réserve halieutique ne finira pas à répondre aux augmentations des efforts de pêche qui vont se produire dans ces eaux. À l'heure où aujourd'hui, au large de nos côtes, à seulement quelques dizaines de kilomètres, la ressource est pillée depuis des semaines par toute une flotte de chalutiers industriels, dépassant les 90 mètres et pouvant capturer chacun jusqu'à 200 tonnes de poissons par 24 heures. L'avenir s'annonce inquiétant et notre pêche artisanale risque d'en être durement impactée à l'avenir. Ultime information, la Norvège vient de faire savoir qu'elle menace de fermer ses eaux aux pêcheurs étrangers. La grande pêche de Saint-Malo travaille régulièrement dans ces eaux du Grand Nord, ce qui pourrait ajouter une difficulté supplémentaire à la profession. Trouville est un port de pêche, reconnu parmi les plus dynamiques de nos côtes normandes. Il fait la fierté de notre cité par la qualité de ses apports. En cas de no deal, il faudra engager dès maintenant une réflexion avec les instances départementales et régionales sur les conséquences d'un Brexit dur qui impactera l'activité économique de nos ports et du nôtre à Trouville plus particulièrement. Il en va de sa survie dans l'avenir. Alors je vais me permettre juste de poser deux questions à quelqu'un qui est vraiment impacté ce soir. Alors non pas l'adjoint, mais le conseiller qui est pêcheur. Comment vous, patron pêcheur, vous envisagez cet avenir? Comment? Pour l'instant, on n'a pas de réponse, donc on verra bien. Maintenant, s'il y a no deal, on ne va pas être bien, mais ils vont être plus mal que nous. Leurs coquilles, ils en pêchent autant que nous, voire mieux. Mais les seuls qui l'achètent, c'est les Français. Donc, il n'y aura plus de commerce. De toute façon, s'il y a un no deal, le commerce, ça ne prend plus. Donc, pour eux, au niveau des douanes, c'est mort. Alors, ils ne savent pas, en fait. Tous les jours, attends, ça s'arrange. Et le soir, ça repartit de plus belle. On ne sait pas, on ne sait rien. Donc en fait, on est effectivement très au fait de la situation, puisqu'au quotidien, nous avons Lionel Bottin, quand même, qui est directeur du comité départemental des pêches, donc qui nous tient informés de la situation. Et effectivement, on sait que la situation est dramatique pour nos pêcheurs. J'avais déjà interpellé plusieurs élus, sénateurs, députés, etc., qui étaient venus justement pour défendre la pêche. Donc on est tous évidemment mobilisés sur le sujet et on sait que c'est un sujet très compliqué pour nos pêcheurs. Monsieur Bottin, encore deux questions, après je vous ennuie plus. Concernant donc les coquilles Saint-Jacques, le stock actuellement, je pense que ça va bien au niveau des stocks, mais est-ce que vous ne craignez pas qu'à l'avenir, il y ait quand même une baisse des stocks, que ça soit pas éternel? Puisque là, aujourd'hui, tout va bien, puisque ça arrive, ça restera. Lionel,
Il faut mettre le micro. Ça y est, les mis. Non, si c'est encore comme là, ça restera. Même s'il y a no deal, de toute façon, il y aura la médiane. Ils rentreront jamais en dedans de la médiane. Et après, la baie, il faut des licences. Et il n'y a que le contingent est atteint. Donc à chaque fois, il faut qu'il y en ait un qui sorte pour redistribuer. Pour la baie, il n'y a pas de problème. C'est après les mois de poisson et le large. Le large des 12 000 à la médiane, bah là, oui, ça va être chaud. Là. Parce que là, vous allez avoir tous les étrangers. Après, ça peut mal se passer aussi avec les Hollandais et les Belges, qui avaient signé pendant le traité de Londres, c'est en 67, je crois, un truc comme ça, et ils ont le droit d'avenir à 6 000 des côtes françaises, enfin de toutes les côtes, comme nous on allait à 6 000 en Angleterre. Et là, s'il y a un truc qui se passe mal, eux, le 1er août ou le 15 novembre, n'importe quand, ils peuvent venir pêcher la coquille jusqu'à 6 000. Donc là-dessus, il faudrait travailler, mais c'est compliqué, quoi. Je vous remercie de vos réponses. Et enfin, la dernière, mais qui concerne plus la ville. Il y a un départ donc aux affaires maritimes, qui est Madame Hamon. Comment envisagez-vous l'avenir? Parce que cette personne-là faisait quand même énormément de choses pour les pêcheurs et pour toutes les affaires donc maritimes et portuaires. Comment envisagez-vous l'avenir avec donc cette personne? Alors déjà, je dois vous dire que cette personne, c'est elle qui a choisi de changer de métier. En fait, elle avait fait un bilan de compétences et il s'est avéré qu'elle voulait faire du social. Donc, il y a un poste qui s'est libéré au CCAS et elle a répondu à la Bourse de l'Emploi en fait pour occuper ce poste et il s'avère que effectivement elle correspond tout à fait au poste. Donc nous sommes en train de voir avec justement les pêcheurs pour la remplacer. Donc on a déjà des idées de personnes qui pourraient prendre ce poste et donc évidemment on va mettre ça en œuvre dans les jours à venir puisque je crois que Madame Hamon a déjà commencé un peu au CCAS et doit quitter son poste de manière définitive vers la fin du mois de janvier, il me semble. Donc voilà, donc on est dessus, on a plusieurs personnes qui seraient susceptibles de reprendre la place. Et cette fois, on aiderait évidemment le comité des pêches le comité des pêches pour recruter cette personne. Donc y a-t-il d'autres observations, d'autres remarques ? Donc je déclare clos ce dernier conseil municipal de l'année. Je vous souhaite à tous et à toutes des très joyeuses fêtes, même si la situation sanitaire est un peu compliquée. J'espère que pour tout le monde, ce sera un moment quand même de convivialité et de bonheur. Merci beaucoup, bonne soirée.